Top 10 all time. This is Monday. Yes sir. C'est lundi. Oui monsieur. Vous l'avez tous mérité. Ouais. Vous êtes sortis du week-end. Et vous avez donc le droit à votre lundi. Et oui, c'est le rendez-vous du lundi, le meilleur jour de la semaine. Comment ça va, Alex? Bon écoute, ça va plutôt pas mal. Vu que comme je viens de le dire, le week-end est terminé et qu'on peut enfin arrêter de glander et se lancer dans le lundi, tranquille, au calme. Et puis surtout, bah voilà quoi, déjeuner avec les gens, tout ça, un joli sujet de top 10, pas du tout de troll sur la couve, non. Nope. Oh là là. Loin de nous cette idée. Qui aurait pu filer à Léonce une telle suggestion? Je sais pas. Moi je dis que peut-être que c'est Léonce lui-même, hein, tout seul. Peut-être. Ou pas. Qui a pris l'initiative. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous allons parler de bac courte aujourd'hui. On va s'éclater. Installez-vous tranquillou. Vous le savez, c'est le Top 10 All Time chaque lundi. Nous sommes avec vous, vos fidèles serviteurs, pour vous proposer soit un thème déjà réalisé et updaté, soit des nouveaux thèmes. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube préférée de votre chaîne YouTube préférée, vous allez retrouver un nombre de top 10 all-time. Récemment, on s'est bien fait plaisir. Il y a eu du shoot, il y a eu du post, on a updaté des ailiers forts notamment. Du footwork. Il y a eu du footwork, ouais, tout à fait. Il y a eu des game winners au buzzer. Il y a eu des PC. Il y a eu les pires contrats. Oui. On a parlé cash money, you feel me? Et voilà. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur le terrain pour parler de bac courte. Comme d'hab, vous le savez, le line-up, il ne change absolument pas. D'abord, on susurre. Ensuite, on va présenter le thème de ce top 10 all-time. Puis, nous allons parler évidemment de bouffe, sortir les tablettes, mention honorable, les top 10. Pas mal, c'est un beau programme. Ça change pas en tout cas, hein. On est sur quelque chose qui fonctionne, on est sur un truc qui a un concept qui a il y a moyen que ça ait de l'avenir. Dans tous les cas, évidemment, on vous laisse vous retrousser vos manches et où que vous soyez, on vous fera des dédicaces dans les différentes teams lorsqu'on parlera de bouffe. On doit commencer par susurrer. Je me retrousse les manches car je vous rappelle que sur cette saison NBA 2021-22, nos Top 10 All Time sont sponsorisés par Tarmac. Qui est donc, comme vous le savez maintenant, la marque basket de Decathlon. La Sarre. Marque française. Qui a un deal avec la ligue américaine de la NBA, c'est exceptionnel et on en profite tous puisque nous pouvons nous retrouver du coup avec des chaussures pour jouer au basket à l'effigie des Lakers, tout à fait, à l'effigie des Rockets, mais il n'y a pas que des franchises au top, il y a aussi les Mavs, il y a aussi les Nets, les Bucks, le Heat, les Bulls, il y a pas mal de franchises représentées, que ce soit en chaussures, la collection est épaisse, ou que ce soit sur d'autres produits comme pas mal de trucs textiles ou des sacs à dos. Ah, j'ai dit tous les mots-clés ou pas? Je crois que j'ai dit tous les mots-clés. Tarmac. Ouais, voilà, c'est ça. Je le remets un coup. Pour que le robot se dise bien, c'est bon, c'est une vidéo. C'est bon. Vous pouvez aller dans le lien, dans la descro évidemment, comme d'hab. D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui nous envoient surtout des tweets. J'ai vu pas mal, on a eu des messages aussi sur Insta de gens qui ont testé la cam et qui sont très contents. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Nous, on bosse bien. Et si vous faites le taf, ça aide aussi Trash Talk, bien évidemment. Exactement. Allez juste checker, ça fait pas de mal. Nous, on va pouvoir enchaîner. Puisque maintenant qu'on a bien susurré, on va parler de ce thème. Aujourd'hui, Alex, nous sommes sur le top 10 du bac courte. J'ai envie tout de suite de déstructurer la chose et de te poser la question. Il y a des gens qui savent ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas, Alex, c'est quoi un bac courte? Un bac courte, c'est donc les lignes arrière. Les lignes arrière, comme on dit en français, c'est le meneur, le poste 1, et l'arrière, le off-guard en anglais, le deuxième arrière, on dit aussi des fois. Moi, je dis l'arrière, perso, qui est donc le poste 2. Et donc c'est 2 joueurs, hein, un bac court. Donc c'est un top 10 un peu particulier, parce que c'est pas qu'une histoire de duo. Il faut que ça soit un duo, mais poste 1, poste 2. Après, tu peux avoir 2 postes 1, dont un qui jouait 2, et ça faisait un bac court, par exemple. Bien sûr. Des combos gardes. Ça, tu en as, qui ont d'ailleurs parfois très très bien réussi, il n'y a pas de problème. Hein. Complètement. Moi, j'ai plusieurs duos, là. Le 2 joue 2, mais le 2 aurait pu jouer 1. Hein. Mais oui, bien sûr, parce que par exemple, c'est l'évolution aussi du jeu qui fait ça. On est dans une ère aujourd'hui où le bac court est beaucoup plus important, dominant et dans les priorités par rapport au passé, puisqu'on rappelle que dans l'évolution de la NBA, on était beaucoup plus intéressé par le front de courte avec les pivots dominants, les ailiers forts. C'est vrai, mais on a quelques beaux bacs courts hein, dans la préhistoire de la NBA. Hein, tout à fait. On va pouvoir en parler aujourd'hui. Ouais. Comme tu le disais, ce sont pas forcément juste des duos, parce que sinon on aurait mis Stockton et Malone, on aurait mis... Non, là vraiment on est sur la ligne arrière. Pour celles et ceux évidemment qui se demandent comment ça se passe, allez checker le All-Star Game, puisqu'on a la catégorie des
guards par rapport aux forwards. Et là, on va parler guards only. Only. Et donc, oui, effectivement, on avait fait un top 10 des duos d'ailleurs. Oui. Ouais. Voilà. Donc là, non. Là, c'est que les backcourts. Donc, allez-y, commencez à réfléchir. Il y en a un paquet. Il y en a aussi, on se dit, ah non, il jouait plutôt ailier. Donc, non, ça marche pas. Désolé. Ouais, non, c'est clair. On est sur des duos où parfois, allez, on va évidemment parler des critères, parce qu'on a essayé évidemment avec Alex d'anticiper ce top 10, se dire ok, travaillons-le, voyons voir quels sont les critères sur lesquels on se met d'accord. Il y a une question évidemment de palmarès, un duo qui a très bien marché, ça passe aussi par des bagouses, des succès collectifs, une vraie production individuelle. Jusqu'à quel point l'équipe était basée sur eux. Tout à fait. Est-ce que le meilleur joueur de l'équipe, il est bien dans le backcourt? C'est ça. Ou est-ce qu'il y avait un ailier qui écrasait tout avec un très bon backcourt, tu vois? Bien sûr. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Le palmarès, un peu de stats, un peu de qu'est-ce qu'ils ont représenté dans leur époque, longévité ensemble éventuellement aussi, ça compte ça. Hein. Hyper intéressant en effet la longévité, parce que ça, on sait que bon. Bah, ça peut être compliqué. Ça peut être un trade qui cassait un backcourt. Hein, donc ça, des fois, tu y es pour rien, je veux dire. C'est ça, mais c'est important que tu le mentionnes tout à fait, parce que on va essayer d'éviter de faire, en tout cas moi je t'avoue que j'ai pas fait juste du backcourt intrinsèque, c'est-à-dire que j'ai pas dit genre ah tiens ces deux joueurs là ont joué un moment ensemble, donc même si ça a été une demi-saison, c'était le meilleur backcourt de tous les temps. On fait de l'intrinsèque ici. Ah bah non. On fait de l'objectif et du greatest. Exactement. Point barre. Donc déjà, je vois pas pourquoi tu dis ça. Non mais parce qu'il y a forcément des gens qui ont vu une association qui a duré peut-être un an, et un backcourt qui a été très bon un an versus un backcourt qui a été très bon pendant 6-7 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Ah bah non, c'est pas pareil. Tu l'as pas perdu, non, c'est bon? Non, je sais pas où il est. Je vais noter là tout de suite pour avant d'oublier. Mais non, t'inquiète, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je vais me servir de ma mémoire. Stylo. Complémentarité aussi. La complémentarité entre des joueurs, parce que on le sait, dans un backcourt, on a donc, comme on a dit, un meneur et un arrière, et il peut y avoir des styles différents. Par exemple, lorsqu'on a un meneur très fort, scoreur, c'est bien d'avoir le super copain gestionnaire défensif. Complémentarité dans un backcourt. C'est clairement. La complémentarité va être hyper importante, parce qu'on peut avoir un grand joueur avec un plus petit, on peut avoir un profil gestionnaire défensif avec un gros scoreur, on peut avoir deux joueurs où parfois il y en a un qui est titulaire, l'autre qui est remplaçant, donc on n'a pas que des combos là titulaires dans le top 10, moi perso. Non, mais peut-être qu'ils finissent les matchs ensemble. Une grosse majorité, voilà. Ah oui. C'est-à-dire gros temps de jeu. C'est-à-dire qu'à la limite, tu peux avoir un vrai sixième homme qui sortirait du banc, mais pour moi, du coup, il faut vraiment qu'il ait un gros temps de jeu et qu'il finisse souvent les matchs. Voilà. Hein. Et puis si je fais pas ça, de toute façon je vais avoir trop de problèmes sur ce plateau, donc j'ai pas le choix en fait, hein. Comprenez-moi. Après s'il est sud-américain, c'est pas mon problème. Mais il n'y a pas beaucoup d'exemples. Hein. Non. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Y a pas... Et aussi autre chose, c'est qu'il y a des duos, les gens vont me dire « Oh, t'es fou et tout, ils sont numéro 2 ou numéro 1 » et ils vont trouver que je les ai classés un peu bas, parce qu'il y a un joueur tellement fort dans le duo que moi à côté, c'était un bon backcourt. Donc je baisse un peu la valeur. Faut pas déconner, oh. Non, tu vois des gens à qui je pense, quoi, par exemple, quoi. C'est-à-dire que le mec est bon, mais enfin bon, il avait quand même des gens à côté, il avait du top 10 all-time à côté, donc forcément, tout de suite... C'est top 10 ou autre chose. Tu vois ce que je veux dire, c'est vrai. Tout à fait, bien sûr. Donc, ça, je dévalorise un peu la valeur du duo en elle-même. J'entends totalement. Et on un peu, hein. Tout à fait. Ça va, tranquille. On verra jusqu'où ça chute. Hein, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. On verra jusqu'où ça chute. On parlait de complémentarité, on parle aussi de style, parce que ce qui est bien sur le backcourt, c'est qu'on a aussi des joueurs qui ont un style de jeu qui est un petit peu plus funky, d'une manière générale, que les joueurs qui sont sur le front court. Donc, un backcourt qui est complémentaire, pas que dans les besoins de l'équipe, mais aussi dans ce qui leur alchimie, si tu veux, sur le terrain. Ça... Forcément, c'est important, on est capable de très bien s'entendre, il y a des célébrations qui sont ensemble, il y a des photos iconiques qui sont ensemble, il y a du style aussi dans le backcourt, hein. Ce sont vraiment des duos qui sont très ancrés dans l'histoire de la NBA, les gens s'identifient parce que, Alex, comme je le disais en intro, les backcourts attirent beaucoup les gens parce que ce sont des joueurs qui vont être plus à des tailles humaines que les baobabs qu'on a sur les fronts courts. Oui, c'est clair que ça paraît... Pour certains backcourt, ça paraît un peu plus accessible, quoi, ce qu'ils font. Encore que ça ne l'est pas toujours. Hein. On va parler de gens, là. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est sûr et certain. De la bagouze, des résultats en play-off, de la longévité. De la complémentarité. Exactement. On est à peu près bon. Si vous êtes sage, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un jour un top 10 front court. De l'attaque et de la défense. Enfin oui, un top 10 front court, ça peut être marrant. Ouais. Tout à fait. Ça pourrait être à drôle. Réfléchir. Tout à fait. Non, je pense qu'on est bon à peu près sur tous les critères. Allez, pas mal.
Réfléchissez On bien. voit les mentions. Tout à fait. On va les envoyer les mentions, mais avant ça, on va quand même parler de... Ah, t'as vu? Je suis au taquet. Attention, parce qu'on va quand même à manger. Mais réfléchissez bien, hein, pour celles et ceux qui veulent tester, parce que je sais pas toi, Alex, mais alors moi, il y a un nombre de bacs courtes qui m'ont marqué dans ma vie, purée, pour en mettre seulement 10. Enfin, moi, j'avais une liste de 35, hein, perso. Qu'après, j'ai réduit en 10. Ah, moi aussi j'avais une grosse C'est relou, liste hein, ouais. qui était pas facile à jauger. Il y en a plein qui étaient enfin bon bref voilà. Ouais, voilà, tout on est à d'accord. fait. On est d'accord. Tout à fait. Mais au final t'as un top 10 quoi. Top 10 incontestable. On va se poser la grosse question. Allez. Nous sommes lundi, il est midi, et donc forcément, qu'est-ce qu'on mange? Alex. Moi ce midi ça va être des pâtes courgettes crevettes. C'est-à-dire que tu coupes des crevettes en petits carrés, quoi, enfin petits cubes, petits dés ou petites rondelles un peu coupées en deux les rondes, enfin bref, un truc pas trop gros. Tu les fais revenir avec un peu d'huile dans une poêle, ok. Les crevettes, tu les mets bien après, pendant ce temps-là, t'es en train de faire tes pâtes, mais les crevettes, c'est vraiment, ça cuit pas longtemps, quoi, ça cuit Ouais, c'est rapide. Hein. 2-3 minutes. T'as mis un peu d'ail, comme ça, crevettes, ail, courgettes, ça marche bien. Hop, t'assaisonnes comme il faut. À côté, t'as fait des pâtes, des tagliatelles par exemple. Hop, les pâtes, tu les sors vraiment al dente et tu les mets dans ta poêle avec tes courgettes et tes crevettes. Voilà, pour récupérer le jus, tu mélanges ça tout bien. Les pâtes elles finissent de cuire et tout. Ça, c'est petit régal qui va bien. Très bien ça. En plus, c'est plutôt équilibré. C'est bien. On aime ce genre de choses. Il y a de l'ail, il y a quoi? Oui, ail. Il y a de l'ail. Hein, ail, au moment, en fait, tu fais tes courgettes et au moment où tu lances tes courgettes, t'as mis un peu d'ail juste avant, comme ça après ça donne le goût et ça donne le goût à tes crevettes, tout ça. On est content. Voilà, ça marche bien, c'est facile à faire, c'est cool quoi. Voilà. Eh bien, magnifique. Pas de courgettes crevettes, je suis sûr que ça plairait à Léonce ça. Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Pas de courgettes crevettes, non? Pas de courgettes crevettes. T'es preneur, non? Ah ben moi j'en mange souvent. Ouais. Ah. Voilà, tu vois. Qu'est-ce qu'on mange? Ce midi, j'ai au frigo, j'ai un petit caviar d'aubergine et puis une petite salade grecque, ça va être très bon. Okay. Il y a quoi dans la salade grecque? Il y a poivron, tomate, feta, olive. Ouais, olive, voilà, c'est ça. Olive verte ou noire? Noire. Oh, il a clashé les vertes, Léonce. Pourquoi? Elles sont bonnes les olives vertes, les grosses, la grecque. C'est que Saint-Etienne, il les déteste. Hein? Moi j'ai toujours vu des olives noires dans la salade grecque. Après, Oui, c'est vrai que au niveau colorimétrie, je préfère, on peut comprendre. Voilà, c'est tout. Bien sûr, très bien. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de syndicat anti-olive verte. Magnifique. Eh bien, dédicace à ma communauté portugaise de Trash Talk. J'étais récemment à Porto. Ils ont une spécialité qui s'appelle la francesinha, qui est un espèce de croque-monsieur portugais. C'est incroyable. Ils mettent toutes les couches, tu te doutes bien que je suis un galant de la bouffe. Ils ont du bœuf, du veau, des saucisses dans des tranches de pain avec une sauce au porto et à la bière. Tout dans le même sandwich? Tout dans le même sandwich. Gratiné avec du fromage. Les types, ils prennent ça et après, ils retournent au boulot. Ah oui, ils retournent au boulot. Et ils retournent au taf, peinard. Ils prennent ça à 13h. J'ai testé sur place. Petit clin d'œil évidemment à la commune portugaise de Trash Talk parce que déjà ce pays est extraordinaire et cette spécialité est très très bonne. N'hésitez pas à aller à Porto. La francesinha de Porto, c'est un classique. Et à la semaine prochaine pour la brandade de morue. Ah, tout à fait. Ou d'autres spécialités tout à fait, on pourra discuter. Bacalhau. À bacalhau. On va pouvoir se faire plaisir. Eh bien, dans le jargon, on appelle évidemment ceci une tablette. Dites-nous, vous, ce que vous bouffez. Pourquoi t'avais autre chose en tête? Non. Attention au stylo, là. Il me faut un stylo foncé. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a eu des problèmes sur la vidéo précédente. J'ai eu des remarques. Tu vas le tester et me dire ce que t'en penses. Bon. C'est pas mal, ça. Hop, petit backflip. Très bien. Et je veux vérifier que ça marche. Bêtises. Fais voir. Parce que sinon, ça va gueuler après. Oui, ça me paraît propre. Voilà. Incline. Voilà. Yes, on est bon. Nous avons une tablette, un stylo, et c'est le top 10 all-time des meilleures bacs courtes de tous les temps. Avant de mettre notre numéro 10, Alex, on a des mentions honorables. Wow, pétard. Ah bah des mentions, là, on peut en faire pendant 2 heures. Alors, Kyrie et J.R. Smith. Oui. Il est pas dans tes 10. Ah bah non. Ah bah alors. Mais alors, quelle bague courte. Ouais, bague courte. Incroyable, complémentaire, style, bague, la totale. Pas dans mes 10, mais alors, qu'est-ce qui m'ont fait kiffer? Steve Nash et Joe Johnson. Ouais, j'avais mis Rajavel, tu vois, dis-toi avec. Ouais, mais la saison avec Joe Johnson, là, la 2004-2005, 62 victoires. Joe Johnson, il était tout jeune, 22-23 ans, là, il envoyait du sale avec un Steve Nash MVP.
Bon, les Suns n'ont pas voulu payer Joe Johnson à la fin de cette saison-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en ai bien profité. C'était une autre époque, mais c'est un très très beau duo ça. Enfin un backcourt, pardon. Pas seulement duo. Petite mention pour les copains de... T'as pas Mike Bibby et Doug Christie? Non. À Sacramento, Cool. Quel duo, Mike Bibby, Doug Christie, arrière titulaire, Mike Bibby meneur titulaire, les belles années des Kings. Il fallait se farcir le backcourt, ultra complémentaire. Shooting d'un côté, défense de l'autre, complémentarité totale, j'adorais. Ouais. Alors là, non, ça je vais pas le citer. Tu les as je, pas, je me dis, Lillard McCollum. C'est pas dans ton top 10. C'est dans ton top 10. Non, je rigole. Ah ouais, oh la vache, tu m'as fait peur. Et les fans, non, mais les fans de Portland ont eu un ascenseur émotionnel, ils se sont dit genre... Ah, tu m'as Yes. fait flipper. Non, bête de backcourt quand même. Hein. Bête de backcourt. Lillard McCollum. Genre, intrinsèquement, les deux, techniquement, ils peuvent discuter avec beaucoup de gens de ce top 10. Mais ça craque pas les 10. Non, y a rien, ils ont rien gagné. Y a R. Trop Ni collectivement, ni individuellement, c'est pas possible. Trop compliqué. J'en J'en ai un aussi. Vas-y. T'as pas celui de Toronto de la belle époque? Non, Kyle Lowry, DeMar non, DeRozan. mais j'ai pensé à eux. C'était un bête de Ils backcourt. jouaient 2 à l'époque des Rosanne. Eh oui, et Kyle Lowry jouait meneur. Parce que maintenant ils jouent 4. Tout à fait. Kyle Lowry, DeMar DeRozan, la très belle ère de Toronto, et puis cette amitié, hein, à chaque fois que les deux se croisent, c'est pas juste un backcourt où on a associé deux joueurs, ce sont des joueurs qui ont vécu de grandes choses ensemble, où on sait qu'il y a des larmichettes. À Toronto, tu dis Lowry, c'est DeRozan, tu dis DeRozan, c'est Lowry, c'est obligé d'être une mention. Ça, non, je vais pas. Ouais, Tim Hardaway, Mitch Richmond. Non. Magnifique duo. Ah, c'est le MT de TMC, ouais. Voilà, qui rentrent dans un trio. Mais à eux deux, quand même, bon, après, il n'y a pas de longévité, il n'y a pas de titre et tout, mais à eux deux, sur la fameuse saison Run TMC, là, la 90-91, ça envoie des choses extrêmement sales, hein, ça envoie du 45 points, 5 rebonds, 15 passes, ou un truc comme ça, là, enfin, un truc extrêmement sale. Puis ils sont très cool à regarder. Ouais. Bien complémentaires, mine de rien. Hein. Tim Hardaway, Mitch Richmond, c'est bien complémentaire. Hein. C'était pas mal. T'as un arrière solide, costaud, des deux côtés du terrain, vrai shooter. Pendant ce temps-là, t'as un meneur flashy de ouf, gros passeur. Et pas si dégueu en défense. Enfin, franchement, c'est un vrai duo. Hein. Complètement, je suis d'accord. Évidemment, les garçons qui sont ici en vignette ne sont pas dans le top 10 all-time. Hein, John Wall et Bradley Beal. Je pense qu'Alex, on est d'accord? Oui. Ils sont pas 7e de ton classement, parfait. Petite mention pour notre poteau Eric Snow, qui en duo avec Allen Iverson m'ont bien fait kiffer aussi au début des années 2000. Un profil hyper spectaculaire. Allen Iverson, ça ramène le micro, ça fait des gros crossovers, ça score. Et à côté de lui, parfait complément, Eric Snow, silence, défense, jette bien. Bon joueur, Les deux étaient deux des gros leaders de Philly qui Ouais. sont allés quand même en finale NBA. Ouais. J'adorais Eric Snow avec Allen Iverson. Terry Porter, Clyde Drexler. Ça a failli. Ouais, hein. Tu sais qu'ils étaient pas. Ça gratte bien. Hein. Je me suis demandé. Beau duo. Je me suis dit j'allais te spoiler, mais non. Ah, il peut y avoir encore le débat de qui est le meilleur backcourt de l'histoire de Portland. Hein. Ouais. Il y a Terry Porter et Clyde Drexler dans la discussion. En tout cas, ils sont allés plus loin que Lillard et McCollum. Ça garde encore la... Ouais, franchement... les Pour fans moi, de ils étaient Portland... plus près du top 10 que Lillard et McCollum, désolé. Amen, pareil. Je sais pas ce que les fans de Portland en pensent, mais moi je prendrais aussi Porter et Drexler devant. Oh non, mais ça tu l'as pas mis, je pense. Jason Kidd, Vince Carter. Non. Mais n'empêche, c'était sympa. Hein. Ouais. Ça se cite. Hein. Beau petit duo. À l'époque, Vince Carter, il joue vraiment deux. Hein. Ouais. Donc, beau petit duo. Gary Payton, qui était soit avec R.C. Hawkins, soit avec Nate McMillan, mais alors là, putain, défensivement, c'était très très chaud en termes de backcourt pur. Et puis en attaque aussi, allez demander soit le shooting de R.C. Hawkins, soit le scoring au poste de monsieur Gary Payton. C'était du backcourt sale. Il y a des mecs qui racontent dans les années 90 que quand tu devais te farcir le backcourt de Seattle, c'était une galère. Vraie galère. C'est vrai que j'ai eu tendance quand même, moi, Oui. à favoriser... Est-ce que je vérifie mon top 10? Est-ce que mes backcourts, ils ont... Non, mais je vais me spoiler. Vas-y. Donc, je me spoil pas. Bah non, je vais me spoiler. Tu voulais vérifier quoi? Je voulais vérifier si mes backcourts, ils ont tous gagné une bague ensemble. Dans mon top 10. Ensemble, évidemment, hein, pas les joueurs individuellement. Hein. Oui. Est-ce que tes backcourts dans ton top 10, ils ont tous minimum une bague? Oui. Oui? Ok. Donc du coup, en mention, on a tous les deux Stockton Hornacek. Stockton en la check, tout à fait, en mention. Parce que ils ont pas la bague, mais dis donc. Ils sont 13. Ils sont 13-15. Ah, ils sont peut-être même 10-12. Hein.
Tu sais que Bien sûr. 6 saisons et demie ensemble, 2 finales, t'as du QI, du collectif, t'as des coiffures impeccables, ça ne bouge pas. C'est quand même la team des comptables. Hein. C'est la gestion totale. On est d'accord ou pas? Bien sûr, ouais. Bonjour, vous travaillez chez KPMG, non? Non, franchement, c'est ça, non? Est-ce que vous avez un livret A? Asseyez-vous, Madame Pichon. Non, c'est pas grave, on va mettre 20 points par match chacun. Tout à fait. Enfin, allez, chacun, merci, non. au revoir. D'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que dans les bacs courtes notamment et dans la manière dont on les classe, d'avoir un joueur All-Star, niveau All-Star, c'est déjà très bien. D'avoir 2 joueurs niveau All-Star, c'est super. Et alors d'avoir le bac court qui lui-même est All-Star, alors ça, attention. Voir All-Star ensemble. C'est ça, parfois. ensemble. Parce qu'il y en a, ils sont All-Star tous les deux, mais pas forcément C'est ce en que je même disais temps. exactement. Tu peux avoir les deux qui ont été. C'est pour ça que Hornacek et Stockton. Et Stockton était All-Star, mais Hornacek n'a pas été All-Star en même temps. All-Star à Phoenix avant. Mais c'est ça, mais à Phoenix avant. Alors que si c'était vraiment la doublette qui représentait Utah, non, c'était vraiment Stockton et Malone. J'ai pas rentré Sidney Moncrief et Paul Pressey. Non, Beau bac court, hein. tout à fait. Beau petit bac court. Ça, Bien tu sais sûr. que ça rigolait pas en défense. Vous avez eu quelques dingueries à Phoenix. Je n'ai pas mis Kevin Johnson et Dan Mayerley. Tu vas pas commencer à me... Non. Ah, je t'ai dit que tous mes bacs courts avaient une bague. Ah, ouais, Non, je les rentre pas, mais beau bac court. Ouais. Très beau bac court. Après, Dan, il a joué 2, il a joué 3. Voilà, quoi. Du coup... Tu les as eux ou pas? Comment? Non. Reggie Miller et Mark Jackson. Non, mais beau bac court aussi. Waouh! Ils n'ont pas joué trop longtemps ensemble non plus, hein, parce que Mark Jackson était au début au Knicks, mais quand il a rejoint Reggie Miller, oh là là, le duo. Parce qu'en plus, il y avait une complémentarité. Allez voir le documentaire Winning Time là, avec Reggie Miller et. Non, c'est Non. Reggie. Against the Knicks. Ouais. Enfin bref. Reggie en gros, and the Knicks, c'est un 30 for 30. c'est un Tony Fantoni, exactement. Où t'as Mark Jackson qui avait pour rôle de ramener à Reggie Miller les journaux new-yorkais qui lui disaient, tu sais ce qu'ils ont dit toi dans la presse et tout. Ça, c'est ce qu'on appelle un back court. C'est le mec qui ramène et qui aboie dans les oreilles de l'autre. Ils étaient super les deux. T'as vu? Voilà. Je n'ai pas rentré, et des gens vont pas être contents, mais j'assume totalement, j'ai pas rentré Chris Paul, James Harden. Moi non plus. Tu vois, on est deux assumés alors. Pas assez dur ensemble. Déjà, il y a que 2 vraies grosses saisons ensemble. Ouais. Et puis ces 2 grosses saisons auraient pu déboucher sur des trucs immenses, mais ça n'a pas été le cas. Donc en fait, tu te retrouves avec des lignes statistiques. Et ça suffit pas pour gratter un top 10, désolé les potos. C'est dommage, hein, ouais, parce ils que auraient pu. vrai meneur, vrai 2. Ils auraient pu. Ah, fallait en 2018, fallait voilà. Finir. Ouais. Merci Scott Foster. C'était très dur pour les Rockets qui évidemment ont dû s'incliner. Mais les deux, intrinsèquement, vous pouvez dire quoi? Mais attends, Bastien, ils sont au top 10 all-time. Bah non. Je suis bien d'accord que tu l'aies pas mis parce que moi non. Je termine juste avec un autre kiff de l'enfance et l'adolescence. Steve Francis, Coutinho Mobley, qui évidemment n'ont absolument pas leur place dans leur top 10, mais alors en coolitude. Très très cool. Ça monte. Pouah, Thomas sur Thomas, célébration. Ouais, ça joue la belle vie à Houston. La transition, je et tout, fais c'est cool. Ah, je suis d'accord. Moi, c'est tout de mon côté. Bon, c'est pas mal, on va pouvoir attaquer gentiment. Et on ne sait même pas spoiler. Ouais. Extraordinaire. Donc nous avons une tablette, un stylo et nous rentrons tout de suite dans le top 10 all-time des meilleurs backcourts. Place numéro 10. Donc tu fais 2 lignes. Enfin, après tu fais ce que tu veux, mais... Monsieur Bob Cousy et Bill Sharman pour Bibi et Monsieur Walt Frazier et Earl Monroe pour Alex. Bob Cousy, tu le mets avec Bill Sharman? Ouais, tu pourrais le mettre avec Sam Jones si tu veux. D'accord. Okay. Ils ont pas non plus joué trop longtemps avec Sam Jones. Oh bah quand même. Hein? Attends, bouge pas. Ou alors s'ils ont joué suffisamment longtemps, il y en avait un qui n'était pas encore All-Star. J'ai plus le... Moi j'ai mis Cousy avec Sharman. J'ai cette stat. Parce que Sam Jones arrive un peu plus tard Jones, quand même. 6 saisons ensemble, 5 titres. Titulaires tous les deux du bas courte. C'est pour ça que c'était plus lié. Ils ont juste la première saison ensemble, c'est la 57-58, donc c'est celle où il y a Bob Petit et les Saint-Louis Hawks qui les... Mais sinon, ils font 5 titres d'affilée après ensemble. Tout à fait. Je me permets juste sur Bob Cousy et Bill Sharman. Si je les ai mis ensemble, c'est parce que notamment en termes de carrière plaquée l'une sur l'autre, les deux sont vraiment proches. Sam Jones est resté plus longtemps. Il est plus associé notamment avec Bill Russell, avec cette équipe avec Havlicek, qui notamment va continuer à remporter des titres. Bob Cousy et Bill Sharman sont tous les deux All-Star chaque saison. C'est vraiment le backcourt des Celtics qui fonctionne ensemble et qui va poser les bases avec Bill Russell qui arrive à la fin des années 50 pour faire les contre-attaques. Je dois avouer qu'en écoutant notamment comment ça parle des backcourts qui ont bien fonctionné à Boston et de qui est identitairement un peu plus lié l'un à l'autre, c'est au choix. Ça peut être Cousy,
et Sam Jones. Moi, j'avoue que c'est Cousy et Sharman. Sharman qu'on va retrouver par la suite, malheureusement, avec les Lakers. Non, mais super duo. Hein. Très très gros duo. Je ne pouvais pas les enlever du top 10 parce que déjà Bob Cousy, que ce soit avec Sam Jones ou Bill Sharman, c'est top 10. C'est bien pour ça qu'il est top 50 all-time, hein, c'est que tu gagnes du titre sur du titre sur du titre. Et après, ça dépend quel All-Star vous voulez avoir à côté. C'est une autre époque. À l'époque, il n'y avait pas 150 000 joueurs, et donc forcément, tout le monde était un peu All-Star. Voilà. Parle-nous de nos deux garçons. Frazier, Walt de son prénom, Tout et à fait. Monroe, Earl de son prénom, Yes, sir. Earl the Pearl, et Walt Clyde Frazier, on va dire ça comme ça. Un duo un peu de combo guard pour le coup. T'as pas un vrai 2 là-dedans, vraiment. Je veux dire, on peut dire que Frazier était le plus meneur des deux et que Earl Monroe était plus celui qui jouait comme un 2, mais enfin Earl Monroe, franchement, il fait 1m90, les bras levés. Ouais. Et Clyde, n'importe quoi. Walt Frazier était un peu plus grand, surtout beaucoup plus costaud. Donc s'occupait beaucoup de grosses missions défensives, était un peu plus dans la gestion, là où Earl Monroe était un peu plus dans l'agressivité, le jeu un peu street, les dribbles et tout, le scoring et tout. Ensemble, ils sont le backcourt des Knicks champions en 73, la deuxième bague des Knicks, hein. La dernière en date, hein, malheureusement, en tout cas au moment où on fait cette vidéo, hein. On fêtera les 50 ans l'année prochaine. C'est un peu plus de 5 saisons ensemble, puisque Earl Monroe se fait transférer en cours de saison depuis les Bullets, je crois. Mais bon, c'est obligé de les mettre. Hein. C'est un vrai duo avec un style très particulier. Comment ? Non, bah, vas-y. Un style très particulier, beaucoup plus de complémentarité que ce qu'on pourrait croire sur le papier. Et ils ont vraiment été le fer de lance. Avec Willis Reed, mais le fer de lance offensif de cette équipe de 73 des Knicks qui va au bout. Et mine de rien, c'est pas rien, parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, la NBA dans les années 70, c'était pas forcément une ligue de backcourt. Voilà. Très clair. Donc je les mets en 10. Je suis bien d'accord. Gentiment. Bien, écoute, on va pouvoir faire une magnifique transition en 9. Dis-moi. Puisque je vais compléter ce que tu viens de dire. J'ai monsieur Walt Frazier avec Earl Monroe. Tu as été très complet. Juste pour en rajouter sur... Je mets juste, voilà, Monroe et Frazier. Le Frazier. Qui tu nous as mis, toi, en 9 ? Bob Cousy et Sam Jones. Bon, bah, comme quoi, on se souille. Pour compléter juste sur ce que tu disais, un des surnoms les plus mythiques de l'histoire de l'NBA, le Rolls-Royce backcourt. On est obligé de les mettre top 10. C'était la référence des backcourts avant les autres garçons qu'on va mentionner par la suite. Parce qu'on avait l'excellence de Frazier avec sa défense et avec son style. Parce qu'on avait le jeu hyper playground individuel d'Earl Monroe qui ramenait le playground en NBA. Vous pouvez pareil vous renseigner dans le documentaire When the Garden Was Eden, puisque... Très très bon documentaire. Excellent documentaire dans lequel on peut notamment retrouver toute l'appréhension qu'il y avait au moment où Earl Monroe arrive aux Knicks, parce que Walt Frazier se dit hop. Nous ça joue collectif, comme tu l'as dit, on sait pas trop si ça va marcher, t'en parlais à l'instant, et puis bah finalement il va y avoir de la magie sur le terrain. Alors, je disais malheureusement, ça joue pas plus longtemps parce que il y a un transfert, enfin il y a Walt Frazier qui va finir à Cleveland dans un truc absolument déprimant de fin de carrière, alors qu'ils auraient pu tous les deux finir à New York, mais c'est deux des plus grandes légendes du basket, deux joueurs qui, si je dis pas de bêtises, sont dans notre top 100 all-time ou pas ? Earl Monroe, il y est aussi, je sais plus si on l'avait mis. Si, top 100 peut-être. En tout cas, il y a Clyde, hein, je pense. Hein. Ah, Walt Frazier, Frazier on l'a mis. Je dans mes 50. Hein. Ouais, on a dû faire ça. Earl Monroe, faut voir. Earl Monroe. Faudrait que je regarde. Parle-nous de Sam Jones, je vais checker. Bob Cousy et Sam Jones, pour rebondir sur le duo qu'a choisi Bastien, j'ai retrouvé une petite citation de Bob Cousy. Bob Cousy, il disait de Bill Sharman et de Sam Jones que c'est grâce à eux que, il dit, c'est Bob Cousy, hein, grâce à eux que je suis Hall of Famer, car où que j'envoie la balle, il se débrouille pour scorer. C'est ce que disait Bob Cousy. Bon, Bob Cousy, c'est aussi le mec... c'est le mec le plus collectif de la Terre, c'est le mec, il arrête pas de faire gagner l'équipe et il arrête pas de dire merci, en gros. J'exagère, mais c'est un peu ça. Non, quand même, moi j'ai plutôt mis avec Sam Jones. Déjà, je trouve que Bill Sharman, quand il jouait à côté de Sam Jones, il jouait un peu 3. Il jouait 2-3, quoi, Bill Sharman. Et Sam Jones, oui, c'est vrai que c'est plus calé sur Bill Sharman. Par contre, les 6 années avec Sam Jones, c'est propre, quoi.
Non, bien sûr. Je trouve que Sam Jones est quand même un scoreur sous-coté dans l'histoire de la ligue. Et qu'il était le complément parfait en fait de Bob Cousy et évidemment de Bill Russell. Donc voilà, je les ai mis là. Gros backcourt, 6 ans ensemble, 5 bagues. Après, c'est à relativiser puisque les Celtics de cette époque, c'était quand même une domination sans partage et il y avait quand même un petit peu un front de courte un peu sale. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont pas plus hauts ni dans mon top 10 ni dans celui de Bastien. C'est parce qu'il y a un moment donné où tu es obligé de relativiser. C'est vrai que les mecs ont 5 bagues en 6 ans, mais tu vas pas les mettre top 1 pour autant. Vous êtes en playoff, bravo, vous êtes titré. Ouais, c'est ça. Je schématise évidemment parce qu'il faut gagner le titre derrière, mais oui, pour compléter sur ce que tu disais, tu as Earl Monroe 74e de ton top 100 all-time et moi 79e. Ouais, c'est ça. Il est là. Top 80, c'est ça. Pas mal. Donc le Rolls-Royce Cadillac, c'était beau quand même, parce qu'en plus ils avaient le style qui allait avec. Oh là là. Peut-être le duo le plus stylé au niveau fringue de l'histoire de la NBA. Walt Frazier et Monroe. Mais là on va pas parler de fringue, on va rentrer dans le top 8. En place numéro 8, Alex, qui tu nous as mis? Kobe et Derek Fisher, et moi j'ai mis Chauncey Billups et Rip Hamilton. Ouais, bah ouais. Alors, ça fait partie de ces duos. Clairement, je vous le dis, faites pas les offusqués et tout, je peux pas les mettre plus haut. Déjà 8, c'est bien. Il y a un moment donné où Derek Fisher, il n'y a pas tant de joueurs que ça avec lesquels il peut se retrouver dans un top 10 de duo. C'est parce qu'il est à côté d'un arrière all-time, d'un arrière absolument hallucinant, parce que sinon le niveau de jeu réel de Derek Fisher, c'est quand même pas un truc de ouf. Alors après, il y a la longévité, c'est aussi pour ça qu'ils sont là, c'est parce qu'ils ont joué très longtemps ensemble et qu'ils ont beaucoup gagné ensemble, hein. Soit derrière le Shaq, soit avec des Pau Gasol, des Lamar Odom ou des gars comme ça. En tout, ils ont 12 saisons ensemble, d'abord de 96 à 2004, puis de 2007 à 2011. Il y a 5 titres ensemble, il y a le 0.4, il y a, ils sont de la même draft, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que Derek Fisher c'est le pick de 96 aussi, 96, des Lakers. Ils arrivent ensemble. Donc ils arrivent ensemble, donc il y a un truc, il y a une vraie histoire entre ces deux joueurs, c'est un vrai beau backcourt qui a une immense longévité ensemble et beaucoup de titres. Pour que ça aille plus haut, il aurait fallu que, tu vois, genre, je sais pas, que Derek Fisher, ça soit au moins un mec à 10 points par match en carrière, quoi, ou un truc comme ça, 10-12, quoi. C'est vrai. Donc, voilà, mais 8, c'est bien, hein. C'est très bien. Toi, tu les as mis 2, toi? Tout à fait. Non, toi, non, toi. Je suis même surpris que tu les as même pas dans ton top 10. Ils sont même pas dans le top 10. Ah, je rigole. Hamilton et Billups. Monsieur Chauncey Billups avec Rip Hamilton. 7. Donc, je les note, et puis je te laisse parler. Eh bien, ça tombe bien, monsieur Chauncey Billups et Rip Hamilton. Oh, le backcourt de Détroit qui va tenir tellement longtemps. On oublie, hein, évidemment, il ne démarre pas à Détroit. On a un Rip Hamilton du côté de Washington. On a Chauncey Billups qui a vagabondé de droite, de gauche, notamment en passant par Boston et Minnesota, ou bien aussi du Toronto. On va retrouver les deux garçons bras dessus, bras dessous à Détroit. Et ensuite, ça va être le backcourt indiscutable des Pistons avec Mr. Big Shot et l'homme masqué. Tous les soirs, il fallait se taper deux choses sûres et certaines. Rip Hamilton qui sort derrière les écrans, Chauncey Billups qui met des gros shoots, 90% de réussite au lancer, deux excellents shooters, deux joueurs ultra complémentaires qui s'entendaient vachement bien, ça jouait les yeux fermés. Un vrai 2. Un vrai 1, un vrai 2, exactement. Assez old school, hein, mais qui pourrait aussi cartonner dans la NBA actuelle, évidemment, avec leur qualité de shoot. Pense, hein. Ça serait assez dingo. La défense aussi, hein. Ouais, totalement. Et qui ont duré quand même assez longtemps ensemble, parce qu'il faut attendre que Rip Hamilton aille, si je dis pas de bêtises, du côté de Chicago et Chauncey Billups du côté de Denver pour que cette saisons troupe, ensemble, là je l'ai sous les yeux, de soit, 2002 à 2008. Première saison, ils sont en finale de conf. Deuxième saison, ils sont champions. Troisième saison, ils sont en finale. Et les 3 saisons suivantes, ils sont en finale de conf à chaque fois. C'est pas mal, hein. c'est énorme. Bon, après, les Pistons, ça avait toute une équipe aussi autour. Hein. Mais c'est sérieux, parce qu'en plus, c'était vraiment la rampe de lancement offensif de l'équipe. Hein. Je veux pas faire offense à des Tayshaun Prince ou à des Ben Wallace ou à des gars comme ça. Mais là, pour le coup, en attaque, tu misais sur ton backcourt quand même fort, quoi. Ouais. Donc toi, tu les as en 8. Moi, je les ai en 7. C'est ça. Billups arrive en agent libre et oui, Hamilton, c'est un trade. Bien joué, hein, le GM. Hein. L'été 2002, le mec, il fait Billups Hamilton. C'est propre. C'est pas mal, hein. C'est très très propre. Et c'est vrai que identitairement, ils sont assez venus assez tôt. Je sais pas toi, mais Billups Hamilton, c'est un truc, c'est très fort. Ah, tu penses à eux. Ouais, je suis d'accord. Après, pas si simple de les mettre tellement plus haut. Moi, je les ai mis en 7. Toi, t'as quoi en 7 du coup? Parce que là, moi, je... Eh bien, j'ai monsieur Jerry West, le logo, avec Gail Goodrich. D'accord.
Alors, oui. D'accord. À voir où Alex nous a mis. Tu les as mis en 2. On va en reparler évidemment quand tu les auras classés parce qu'ils sont bien dans ton top 10. Hein. Ouais, d'accord. J'aurais dû rien dire, j'aurais dû, je sais pas. Ah ouais, on sait jamais. Tu sais quoi, je te propose qu'on en parle en long et en large de ce duo quand on sera dessus. On va passer en 6. Si tu veux. Comme ça, on fera un bel hommage à Jerry West, le logo, et à monsieur Gail Goodrich. Place numéro 6. Est-ce que j'ai mis en 6 ? Ah oui. Alors, j'étais obligé de le mettre dans mon top 10, mais bon, c'est au choix. Ah bah. Ah, magnifique. Mais attends, du coup, possiblement, tu vas nous mettre Kobe et Fischer devant eux. Oui, monsieur. D'accord. Ok. Bon. Oui. Bah oui, parce que... Nous avons mis Derek Harper, pardon, Ron Harper, Ron Harper et Michael Jordan. Michel Jordan. Tout à fait, en place numéro 6, pour ceux qui font la vaisselle. Alors, c'est vrai que Ron Harper n'est pas un vrai meneur. On a ici 2 arrières. Tout à fait. Mais, limite, j'avais failli les mettre plus haut, moi. C'est une vraie réussite, cette association. Oui. On va pas se mentir. Tout à fait. C'est vraiment un joueur, Ron Harper, qui avant était notamment, par exemple, aux Clippers, si je dis pas de bêtises. Clippers Cavs. Arrière scoreur sérieux. Hein, level All-Star. Genre 18-20 points par match, des bons pourcentages, slasher, mid-range et tout. Bon petit physique, hein, il a entre guillemets en taille-poids, c'est Michael Jordan, quoi. C'est 1m98. Très big guard, ouais. 90-12 kilos. Mm-hmm. Et là, il arrive à Chicago. Bon, il y a Michael Jordan, donc bah, tu vas pas prendre le poste 2. Hein, ça, voilà, hein, ça c'est... L'affaire est vite réglée, comme on dit. Le mec se positionne en poste 1. Il arrête de s'occuper du scoring, il devient un chien de garde. Il défendait déjà bien, mais là, il devient un chien de garde. Un truc de taré, ce qui fait que du coup, à cette époque, t'as parlé tout à l'heure de Peyton et McMillan par exemple en défense. Bon, bah, tu sais que Harper Jordan en défense... du tous, hein. Bien sûr. Du tous fort. Et en attaque, bah, y a Michael Jordan déjà, plus Harper, qui de temps en temps sur certains matchs avait quelques réminiscences de son passé de scoreur, et donc pouvait proposer des choses vachement intéressantes, que ce soit à la création pour lui ou à la création pour les autres. Non, c'est vraiment un très très beau duo de backcourt, atypique, parce que t'as vraiment 2 arrières qui jouent ensemble, t'as pas du tout de meneur là-dedans. Les 2 pouvaient porter la balle, Jordan pouvait porter la balle, de toute façon Jordan pouvait porter la balle, il pouvait jouer meneur Jordan en fait, hein, et Harper pouvait, tu vois, je veux dire, ils se repassaient les gars, en défense ils switchaient, ils avaient de temps en temps Pippen, ça c'est encore une autre histoire, qui venait se mettre, enfin tu vois, voilà, ça donnait, en fait Ron Harper à côté de Michael Jordan, ça donnait des possibilités infinies à Chicago avec le backcourt en appui, donc ouais, moi je les ai en 6, bah du coup toi aussi. Je ne pouvais pas les mettre plus haut, et j'ai mis d'autres garçons plus haut parce que entre guillemets, ça n'a joué que 4-5 saisons ensemble. 4. Hein. 3-4. Enfin, la saison où Jordan revient en plein milieu, il est déjà là. Ouais. Et après, ça fait un sweep-it ensemble. Donc, ils ont été forts, indéniablement ensemble, puisque tu fais un triplé quand même, c'est dingue. Mais, probablement, c'est pas le premier... C'est pas un... Par rapport aux critères que tu mentionnais en début de vidéo, c'est pas forcément un backcourt qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est-à-dire qu'il est fort et productif, mais c'est pas genre waouh, c'est Jordan et Harper. Je veux dire, il y a des gens, si ça se trouve, qui disent que Jordan et B.J. Armstrong leur rappellent plus de souvenirs, par exemple, dans l'histoire des Bulls, que Jordan et Harper. Ou Jordan et Paxson, ou ce que tu veux. Et du coup... Je suis d'accord, mais c'était moins fort, par contre. Et c'était moins fort, c'est indéniable. Mais on parle aussi d'un Harper qui s'est vraiment aussi calmé au scoring. Donc là, on parlait par exemple de... Tout à fait, donc on est à moins de 8-10 points de moyenne avec Derek Harper, il est vraiment un peu plus dans l'ombre. Ron Harper. Ron Harper, j'ai dit encore Derek. Ouais, mais c'est parce qu'il y a Derek Harper aussi à Dallas qui me fait confondre. Mais lui, il n'est pas dans le top 10 des backcourts. Non, malheureusement, avec Blackman et compagnie, non. Ron Harper avec Jordan, c'était très fort, c'est indéniable, mais... Ils sont bien en 6. Tout à fait, plus ça va monter, plus je vais avoir aussi, et je sais pas de ton côté, mais des backcourts où c'est resté longtemps ensemble. Où ces duos-là, en fait, même s'il y a eu de la productivité meilleure autour, c'est des gars, tu penses à eux parce qu'ils ont vécu des gros trucs ensemble. Moi, mes 5 backcourts au-dessus ont joué plus longtemps ensemble. Je fais juste une micro. Ah, moi, c'est sûr. Sur 1, là. Oui. Oui. Carrément. Tout à fait. Eh bien, on va pouvoir passer en place numéro 5. Allez, numéro 5, hop. Puisqu'en place numéro 5, je vais mettre justement Monsieur Kobe et Eddie Fish.
Ah, donc on a quand même 3 places d'écart. 3 places d'écart. 3 places d'écart. Parce que moi je les ai derrière Ron Harper et Jordan, et je les ai derrière Billups et Hamilton. C'est ça. Et je les ai évidemment derrière West et Guy Goodrich. Ce que j'entends bien. On va pouvoir parler d'eux. Juste pour compléter, il y a peut-être un aspect aussi qui est lié au basket que j'ai découvert et connu et vécu. C'est-à-dire que pour moi, c'est Kobe et Fisher. C'est Fisher et Kobe. Genre limite, ils sont plus attachés en termes de souvenirs longue durée Kobe et Fisher que Kobe et Shaq, par exemple. C'est-à-dire que même quand Derek Fisher a fait un tout petit virage vers Golden State, Utah, qu'il est parti ailleurs, lorsqu'il est revenu, ils ont recommencé à gagner des titres. Il y a eu 3 titres, ils se sont séparés, ils se retrouvent, et c'est Kobe et Fisher. C'est le leadership, la complémentarité. C'est, ok, prends toute la place, mais moi je vais provoquer mes passages en force, mettre mes gros shoots clutch, être présent. Ça se voit la joie qu'ils avaient tous les deux ensemble, et le nombre d'années qu'ils ont joué ensemble. On retrouve dans tous les classements Kobe et Fisher en playoff, c'est-à-dire match joué, minutes, participation au final. Non, mais je suis d'accord. Et du la coup, longévité de Fisher est indiscutable. Hein. Et du coup, ce duo qui a quand même duré à son niveau, en fait, parce que c'est ça. Pas si bon, quoi. Et là où je te rejoins totalement, c'est que Fisher, soyons honnêtes, Derek Fisher dans ce classement, c'est le plus mauvais joueur. Ah ouais. C'est le plus mauvais joueur. De loin. Et d'assez loin, ouais, tout à fait. D'assez loin. Hein. D'assez loin. Là, tu prends les 20 mecs qu'on va mettre dans le top 10. C'est très probablement le plus mauvais joueur, et même je peux l'affirmer, c'est le plus mauvais joueur. Tout à fait. Mais ça n'empêche que, puisqu'on parle de backcourt, ce sont aussi des duos qui ont duré sur la longueur, et de voir, c'est comme tu le disais, ces deux gars qui arrivent ensemble de la même draft, qui ont connu les premières années un peu compliquées, qui essayent de faire leur trou, qui ensuite réussissent à prendre leur place, parce qu'il y a quand même Brian Shaw qui est devant Derek Fisher à la base, mais lui il va devenir un vrai titulaire, on va pouvoir compter sur Derek Fisher. Des assassinats dans le Money Time de la part des deux garçons. Pardon, il y a des trucs qui tombent. Ça je sais pas. Il y a un truc, c'est toi qui en je sais pas. Bon, il y a un truc qui est tombé. On s'est fait attaquer par quelque chose. Une poutre qui va me tomber sur la gueule. J'espère que la poutre va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais, allez. Ouais. Jusqu'à demain. Ce qui est sûr et certain, c'est que Derek Fisher, je l'ai associé avec Kobe en place numéro 5, et je pense que c'est aussi lié beaucoup au fait que quand tu découvres la NBA au début des années 2000, tous les soirs, tu as et le 5 majeur qui s'affiche, il y a Kobe et Fisher. Bien sûr, après, tu peux avoir il y a eu du Lamar Odom, du Chris Mime, il y a eu des années hyper noires des Lakers, on se disait genre vas-y, Kwame Brown et tout, mais c'était Fisher, Kobe. J'étais obligé de le mettre dans mon top 5, c'est sentimental. Bah tu nous as mis chez les Lakers, hein, du coup, Jerry West et Guy Goodrich. Puis un peu plus de bagousse que les deux là. Comment ? Et puis un peu plus de bagousse que les deux là. Que qui ? Que Jerry West et Guy Goodrich. Ouais, ils ont plus de bagousse, mais. Ah non, mais c'est pas le même niveau. Bien sûr. Pardon, mais il y a un des deux duos qui pouvait faire du 50 points, 8 rebonds, 15 passes. Hein. Je pense que faut que Kobe il tourne à 48 points, 4 pour que ce soit égal. Ouais, tu vois, genre c'est compliqué. 9 saisons ensemble. Alors ils ont qu'un seul titre. Bon, ils ont beaucoup croisé les Celtics aussi. Hein. Forcément, ça arrive à des gens. Mais ils ont qu'un seul titre en 9 saisons. Ce sont deux un peu combo guards. Moi j'ai tendance, beaucoup de gens disent oui c'est Jerry West le meneur et tout. Moi j'ai tendance à mettre Jerry West plus dans un poste 2, même si je comprends qu'il peut jouer les deux postes. Mais je trouve que Guy Goodrich avec son petit 1m85 et tout était limite plus le meneur des deux. Même s'il était très agressif au scoring et tout ça. Et que Jerry West peut-être un peu plus passeur. Ils ont été 4 fois All-Star ensemble. C'est vrai qu'au niveau de Derek Fisher, c'est un peu plus compliqué d'être All-Star ensemble. Ils ont été 20 fois All-Star, dont 20 fois à la télé pour Derek Fisher. Je tiens à le préciser. Ils ont été 20 fois All-Star ensemble. Voilà. Ils ont été dans la ville ensemble. Donc voilà. Et en 71-72, il y a ce titre incroyable. Et c'est quand même un backcourt qui est à l'origine de la plus grande série de victoires de tous les temps. Bien sûr. Quand même, Jerry West et Guy Goodrich. Il y avait un petit pivot au centre aussi. Ouais. Enfin, Will Too, il commence à être un peu vieux. Il commence à être un peu vieux, quoi. Ouais, enfin, il est bien. Enfin, offensivement, c'est Guy Goodrich et Jerry. Hein. Non, bien sûr. Mais oui, non, bien sûr. Le vieux en 20-28. Si oui, voilà, il y a Will Chamberlain, bien sûr. Non, mais de toute façon, on va en parler de ça. Hein. De toute façon, il y a des duos qui ont eu des bons intérieurs, hein, des duos vu qu'on est sur les bacs courtes. Donc voilà, moi je les ai mis top 5 parce que quand même, je trouve que par rapport à ce qu'ils étaient peu complémentaires et pas si défensifs que ça au départ, ils ont quand même réussi à rester longtemps et à être dominants.
Et ça, je trouve ça très fort. C'est signe de beaucoup d'intelligence et de beaucoup de qualité technique. Je suis d'accord. Donc voilà. Je pense que par rapport à ce débat 100% Lakers, et on sera peut-être amené à reparler de cette franchise, on va voir, dans le haut du classement, peut-être ou pas. Dans le haut ou... On peut classer de manière différente, de manière intrinsèque. Si on classe intrinsèquement notamment le meilleur backcourt des Lakers, on peut affirmer que le meilleur backcourt intrinsèque de l'histoire des Lakers, c'est Jerry West et Gail Goodrich, parce que les deux, comme tu l'as dit, All-Star, etc. C'est ça. Je rappelle, pour les plus jeunes qui débarqueraient peut-être sur Trash Talk, ou qui, même les moins jeunes, qui débarqueraient sur la planète NBA, que avant que deux garçons fassent n'importe quoi du côté d'Oakland, peut-être qu'on en parlera, peut-être pas, je sais pas encore. Mais avant qu'il y ait ces dingueries-là, les vrais splash brothers dont on parlait vraiment, c'était Gail Goodrich et Jerry West. Bien sûr, c'est des scoreurs de malade. On parlait du meilleur backcourt scoring de tous les temps, hands down. Mais en termes de moyenne de points par match ensemble, je vois même pas quel duo on a cité peut faire mieux là. Ah non, mais tu peux pas. Chercher. J'ai dit, il faut que Jojo tourne à 48. Ouais, ou Kobe. Non, Jojo, à la limite, on aurait pu. Non, il faudrait qu'il tourne à 48. Harper, vas-y, force un peu, s'il te plaît. Non, parce que Monroe Frazier, c'était loin du. Non, il faut revenir sur James Harden et Chris Paul dans nos mentions honorables. Il faut revenir sur Teddy Porter et Clyde Drexler. Si, James Harden, Chris Paul. Si. Quand même. James Harden, Chris Paul, ils doivent être à la cinquantaine, parce que Chris Paul, il devait bien être encore à 15-16 points quand James Harden foutait 35. Ouais, et puis Lillard McCollum, il y a eu des saisons aussi. Ouais. Ils étaient assez violents. Mais bref, ces deux garçons-là, Gail Goodrich et Jerry West, sont assez mythiques. Ça se perd un peu souvent dans, le trio avec Wilt, et deux, surtout ce foutu manque de bagues quand même, on va pas se mentir. Ok, ils ont été ensemble, mais on voulait plus de bagouses de la part du meilleur backcourt de l'histoire des Lakers intrinsèquement, quoi. Quand même, merde, ils ont abusé. C'est pour ça qu'ils sont 5e. Hein. C'est pour ça qu'ils sont Parce que s'ils avaient enfilé plus de bagouses... C'est pour ça qu'ils sont que 7e. On enchaîne. Allez. Numéro 4. Allez. Ça, c'est une belle histoire en numéro 4. Ah bah dis donc, on se lâche plus. Tu sais bien, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Je te voyais les mettre beaucoup plus haut, moi. Non. Tony Parker et Manu Ginobili sont 4e de time. On a dit que sur cette chaîne objectivité et expertise, tout à fait. Ça ne monte pas plus haut pour des raisons qui seront expliquées après, mais notamment par cette présence au-dessus d'eux de garçons qui sont parmi les 30 meilleurs joueurs de l'histoire de l'humanité. Disons que t'es un super backcourt, mais t'as joué avec l'un des meilleurs intérieurs de tous les temps quand même. Ah oui, forcément ça aide. Bien sûr, mais moi je le plaçais pas forcément comme ça, c'est plus que les deux garçons dont on parle, en fait, là dans le tien par exemple, ils sont même pas top 50 all-time. Ah oui. Allez, tu parles des deux joueurs, du backcourt. Pardon, j'avais pas compris. Moi je pensais au-dessus d'eux, il y a un truc, c'est qu'en fait, là, il y a un duo dans le backcourt. C'est le numéro 2 et le numéro 3, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, mais c'est pas le numéro 1 de l'équipe. Il n'y a pas le numéro 1 de l'équipe dans ce backcourt. Tout à fait. Et ça, moi, du coup, ça me les fait un tout petit peu baisser par rapport aux 3 backcourts que je vais mettre sur mon podium, où à chaque fois, j'ai à minima le meilleur, si ce n'est les 2 meilleurs joueurs de l'équipe. On est d'accord. Mais alors, quel balai. Ah bah par contre, quelle histoire d'amour entre la France et l'Argentine. Tony et Manu. Pardon. Manu et Tony. Ah oui, non, mais pardon. Extraordinaire. C'est pour ça qu'on rappelait notamment au tout début de la vidéo que nous pouvions avoir des backcourts où les deux joueurs ne sont pas... Nous avions fait une petite allusion. Titulaires. C'était très discret. Nous avons une dérogation pour coller les Spurs. Tout à fait. C'est moi qui le dicte. On a Tony titulaire, indiscutable, au bout de 2 semaines de son arrivée en NBA. Manu, lui, va arriver en tant que dynamite, 6e homme. Mais alors les deux... titulaire au début. Hein. Oui, il a été un peu titu, mais après, c'est vraiment 6e homme, Manu. 16 saisons ensemble. Ouais, c'est beau. Énorme, bien sûr. Du titre, de la bague, de la complémentarité. 4 titres. Qui ne s'est pas pris dans le Money Time, le fameux fake écran de Tony pour Tim Duncan qui doit ressortir, et Manu fait fin de passe à Duncan, il y a un backdoor de Tony, il lui donne lay-up, t'as perdu le match. Cette action, ils l'ont répété 1 milliard de fois. Rampe de lancement offensive de l'une des meilleures équipes défensives des années 2000, on a fait les équipes défensives. On a mis les Spurs de 2003, ou les Spurs de 2004, ou les Spurs de 2005, ou les Spurs de 2006, voilà, vous voyez, vous faites votre choix. N'empêche qu'il fallait bien, pour gagner, il fallait bien une rampe de lancement offensive. J'aime beaucoup Tim Duncan, il est énorme en attaque. C'est pas une rampe de lancement offensive. La rampe de lancement offensive, c'était Tony et Manu. Manu et Tony, comme vous préférez. Ah ouais. Mais ça, c'est important. En plus, ça rendait l'équipe fun. Je veux dire,
bon voilà, les gens qui regardent cette chaîne depuis quelques temps sont pas sans savoir que moi les années 2000 c'est quand même pas... Moi j'adore. C'est pas trop ma tasse de thé en termes de jeu, je pense qu'on s'est bien fait chier, vraiment. Et par contre, là où les Spurs auraient pu vite être un collectif ennuyeux, t'avais Tony et Manu, quoi, c'était cool. Trop bien. C'était fun. Tony, il est fun à voir jouer, et Manu, bon bah, c'est tombé. C'est énorme. Non mais c'est vrai. Et du coup, ensemble, ils ont fait des dingueries. Et c'est vrai que même si Manu est vite, comme tu disais, 6e homme, machin et tout, ils finissent tous les matchs ensemble. Il n'y a pas de cas où ça finissait les matchs avec quoi, avec qui là, avec des Bellinelli ou je sais pas oui, quoi, ou Garini, ou ce que tu veux, ouais, le voilà, nombre derrière qui sont passés. Non, c'est Tony et Manu, tu finis le business, point barre. Les deux sont trop complémentaires. La vitesse, le jeu de jambes, l'improvisation, la capacité sur pick and roll, à créer pour eux et pour les autres. Tout ce que tu fais, c'est que tu vas prendre cher en exécution totale. Lorsqu'il a fallu compter sur Tony Prime 2007, qui met des coups d'accélérateur sur les Cavs, bye bye. 2005, c'est plutôt Manu, les cheveux longs, qui fait le travail. Et les deux étaient en capacité à se mettre en avant ou mettre l'autre en avant. Ouais, très collectif. C'est hyper collectif. Et j'ai le sentiment d'avoir été vraiment privilégié de voir ces deux mecs faire quasi toute leur carrière ensemble en fait, parce qu'il a fallu qu'après Tony juste saison, bien sûr. C'est ça, Tony a juste fait une pige à Charlotte, mais sinon c'est un 100%. Où Manu prend sa retraite, non mais tout à fait. Et sinon c'est les deux garçons qu'on retrouve. Je peux pas les mettre plus haut, mais alors si vous mettez Tony et Manu hors top 5, mais on a un gros problème, vraiment. Ou alors à ce moment-là, vous nous dites que vous faites le classement des bacs courtes purement intrinsèque, c'est-à-dire qui est All-Star, qui a meilleur level. Il y a peut-être des gens qui vont mettre Gail Goodrich et Jerry West en disant bah les deux étaient meilleurs. Ça se discute, hein. Ou pas. On Podium. rentre sur le podium. Oh putain. Bien curieux de voir comment t'as fait ton podium, tiens. Oui. On se suit. Oh, je pense qu'on a le même podium du coup. Yes, Magic Johnson et B-Scat, Byron Scott, qui est évidemment en place numéro 3. Vous pouvez les mettre en 2, vous pouvez les mettre en 2. Ce sera tout. Mais oui. Alors, pas de Norm Nixon, pas de James Worthy. Norm Nixon, il a joué plutôt meneur à côté d'un Magic qui jouait 2. James Worthy. Michael Cooper. Ah, Michael Cooper. Michael Cooper aurait pu être un client, mais le vrai titulaire, c'est Byron Scott. C'est pour ça. Et je pense qu'on peut profiter de ce top 10 pour rendre un peu hommage à Byron Scott, parce que c'est un joueur, depuis que cette chaîne existe, on n'a jamais trop parlé de lui en tant que joueur. On a parlé de lui en tant que coach, et donc pas forcément dans les termes les plus élogieux qui soient, hein, je pense qu'on peut le dire. On s'est beaucoup moqué de Byron Scott, hein, qui est un coach, il faut le dire, qui s'est fait porter. Hein, par Chris Paul, par Jason Kidd, qui s'est fait soulever aussi. Ouais. Voilà. Mais par contre, en joueur, complément idéal de Magic Johnson. Ça ferme sa gueule, ça ne demande pas le ballon, c'est athlétique, ça court, ça prend des catch and shoot. Donc prendre du catch and shoot à côté de Magic Johnson dans les années 80, croyez-moi, il y a des tirs. Hein. T'as des tirs ouverts. Hein. T'as des tirs ouverts, puis si tu cours un peu en contre-attaque, tu vas mettre des paniers faciles. Byron Scott, mine de rien, il y a plein de saisons, il est à 18-20 points l'autre. Hein. En 87-88, là, il est carrément en 22-4-4 à côté de Magic. Ils ont 8 saisons côte à côte. Et c'est bien Byron Scott le titulaire, c'est pas Michael Cooper. Ils ont de la bague. Michael Cooper, il est un peu plus dans un rôle de 6e homme avec un gros temps de jeu, mais qui vient souvent finalement presque en 3 avec Worthy qui se décale en 4 et qui vient pour défendre principalement. Alors c'est vrai que Michael Cooper, il a carrément les 11 saisons avec Magic. Mais le vrai duo, c'est Byron Scott. Byron Scott, il shoot quasiment à 40% à 3 points en carrière. On était sur des volumes très bas. Ouais, il en prenait quand même. Bien sûr, mais on était sur un volume. Mais oh non, rien à voir avec aujourd'hui, avec des Curry ou des Harden évidemment. Mais quand même, donc le mec, c'est lui le titu. Il a un gros temps de jeu. Il a 8 saisons à côté de Magic. Il a 3 bagues. C'est grave complémentaire. Ah ouais. Ah, c'est podium. 3 des bagues courtes, ça. Hein. Ouais, c'est podium. Après, évidemment, la force extraordinaire de Magic Johnson fait que quand t'es backcourt avec Magic Johnson, t'es bien classé. Donc il y a des gens aussi qui pourraient dire mais attends, je comprends pas, le coupe-loop, le alley-oop entre Michael Cooper et Magic Johnson, c'était entre un backcourt, c'était entre un meneur et un arrière, mais c'est le remplaçant. C'est vraiment Byron Scott tout à fait le titulaire. Je vais devoir ressortir cette phrase il a de... un point par match, Byron Scott. Bien sûr, bien sûr. Je ressors juste cette phrase de Ice Cube, qui est peut-être une des phrases qui pour moi m'est venue tout de suite en tête et a fait qu'ils étaient podium. C'est
dans l'excellent 30 for 30 sur la rivalité entre les Celtics et les Lakers qui disait « J'étais à Los Angeles, j'étais ado, et tout ce qu'on voulait, nous et nos potes, c'était être soit Magic Johnson, soit Byron Scott. Tu voulais être un des deux gars qui drivait cette incroyable attaque du Showtime où t'étais soit la machine, Magic, qui faisait des bêtes de passe dans tous les sens, soit Byron Scott, poster sur ta tête, poster sur ta tête, poster sur ta tête. Donc t'étais sûr de finir en antenne nationale où il y avait du top 10 et on se disait genre ok, regardez les résumés de ce match, Magic pour Byron Scott, Magic pour Byron Scott encore qui score, Magic Johnson, c'est podium, c'est sûr. Non mais tapez-vous les matchs sûr. Je crois qu'il arrive à partir de 83 ou 84 ou un truc comme ça, Byron Scott. Prenez-vous des matchs des Lakers de cette époque-là et regardez, essayez de détacher vos yeux de Magic, c'est pas toujours évident, et regardez Byron Scott. Franchement, regardez Byron Scott. En termes de mouvement sans ballon, d'intelligence en transition, de qualité de shoot et tout, c'est un 2 idéal pour Magic. Mais je suis même pas choqué s'il y a des gens qui me disent numéro 3 de mon podium all-time, Magic Johnson, Michael Cooper. Ah, franchement, moi, je suis un peu saoulé quand même. Moi. Ouais, mais c'est pas un blasphème. Non, c'est pas un blasphème, mais pour moi, ça représente moins la réalité de Magic. Je suis d'accord, mais ça montre en tout cas à quel point le backcourt des Lakers au global. Bien sûr, mais de toute façon, l'équipe, elle était loaded, hein, comment dire. Énormissime. C'est des malades. Dans les ailes, ça va. Ils étaient pas en galère. Tu sais quoi, je vais prendre un risque. Vas-y, écris ton 2. Si ça se trouve, on a le strike. Si ça se trouve, on a 4, 3, 2, 1 ensemble. Numéro 2 des backcourt all-time. Mais pas de troll, hein. C'est des méchants garçons. C'est des méchants garçons. Isaiah Thomas et Joe Dumars, deuxième meilleur backcourt de tous les temps. Nous sommes d'accord. N'empêche que... Bien sûr, pour démarrer juste sur ces garçons, on parlait à l'instant de Michael Cooper, Byron Scott, etc. Souvent, on associe Isaiah Thomas, Joe Dumars et Vinnie Johnson, qui était ce vrai triangle d'un backcourt, hein. C'est pas un Big Three avec un Vinnie Johnson, c'était pas un pivot, hein. C'était vraiment Microwave Johnson qui sortait du banc. Mais Vinnie Johnson, c'est le papa de Jamal Crawford et Lou Williams, quoi. C'est ça. Vrai, c'est ça, quoi. Complètement. C'est le sixième homme, il arrive, vas-y, prends les ballons, score. Historiquement, on parle de ce backcourt-là à 3, mais vraiment les deux titulaires, c'est Isaiah et Joe. Alors, si Joe Dumars, c'est un peu un combo, hein, c'est pas un vrai 2, mais il a joué 2 quasiment toute sa carrière. Hein, il pouvait mener, mais il est petit, quoi. Joe Dumars, c'est 1m80. 8. 10, 13. Ah, 10, ouais. Voilà, Isaiah Thomas, il paraît qu'il fait 1m85. À mon avis, c'est plutôt les bras levés. N'empêche qu'on a un des meilleurs meneurs de tous les temps. À côté d'un des meilleurs arrières, mais là beaucoup plus sur un classement quand même plus grand, quoi, tu vois, genre. On a mis les deux joueurs top 100. Oui, ah bah oui. Non mais d'accord, mais je veux dire, Isaiah Thomas, il y a quasiment pas de cas où tu le sors du top 5 des meneurs, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, mais là dans notre top 10, il n'y a pas beaucoup de duos où les deux joueurs sont top 100 all-time. Non, il y en a pas beaucoup, tout à fait. Non, je suis d'accord. Non, il y en a pas beaucoup. Bah, on a parlé des New-Yorkais, là, Frazier et Monroe tout à l'heure, puis voilà, quoi. Bah ouais. Non, parce que Byron Scott, je crois pas qu'on l'ait mis. Non, il y a Tony Manu quand même. Ouais, Tony Manu, ouais. Et puis on verra qui en a mis un. On verra s'ils sont tous les deux dans le top 100. Ah si, ils y sont. T'as pas mis? Ok, on verra. On verra. Si, ils doivent y être. Si, ils doivent y être. Bref. Bah, faites ce genre de conneries. J'ai pas... 9 saisons ensemble, de 85 à 94, hein, de la draft de Joe Dumars à la fin de Isaiah Thomas. 4 fois All-Star ensemble, hein, au début des années 90, là ils étaient tout le temps All-Star ensemble. Juste avant ça, ils venaient de faire 3 finales de suite pour 2 titres. Chacun leur tour MVP des finales. Quand même. Les finales de 89, quand les Pistons se pointent avec le somme au ventre des finales de 88, perdu, et que Joe Dumars il fait ouais, Magic vieillissant, bougez pas. Je vais le déboîter. Attaque-le sur sa gauche. Ouais, MVP des finales. Ah, voilà. Et l'année d'après, Isaiah Thomas MVP des finales. Cette espèce d'équilibre entre le vice et le gentleman, entre le bad boy en chef et le gars qui a l'air gentil comme ça, mais en fait qui défend, mais dur. Hein. Joe Dumars, il défendait dur. Bah, c'était Jordan lui-même qui disait qu'en termes de match-up défensif, c'était le mec qui avait peut-être le mieux défendu sur lui. Ouais. Donc c'est quand même une sacrée match-up défensif. Ouais, mais les deux étaient du coup communiqués à fond pour savoir. Très athlétique, très rapide, solide sur les pattes. Mine de rien, il y avait de la détente et tout. Qualité de shoot, qualité de passe. Des fouines les deux, des leaders. Je veux dire, les bad boys,
Ils défendaient bien, évidemment, mais ils avaient une attaque pas si dégueu que ça. Et la rampe de lancement, c'était la ligne arrière. Même la triplette arrière, mais leur backcourt de titulaire. Donc ouais, numéro 2, c'est bien. Hyper complémentaire. Petit, comme tu l'as dit, mais hyper complémentaire parce que, comme tu l'as dit, il y avait un peu un côté feu et glace en même temps. L'aboyeur Isaiah par rapport à ce côté vraiment très gentil de Joe Dumars. Je veux dire, je rappelle qu'on a quand même sur le même backcourt un mec dont le nom est associé à que des trucs de vice dans tous les sens, dans tous les bad boys à chaque fois. Et de l'autre côté, c'est un peu le nom du trophée, c'est le nom du trophée qui est donné au meilleur citoyen joueur NBA. C'est vrai en fait. C'est dingue, c'est le Joe Dumars Award quoi. Je veux dire, c'est meilleur coéquipier, je crois, je sais plus, c'est meilleur coéquipier ou meilleur citoyen, je sais plus, faudrait que je vois. Non. Team, non, je sais plus comment ça s'appelle. Bon. Dans tous les cas, c'est ce côté à la fois hyper dynamique, défensif, et en même temps, chacun sait quand est-ce que c'est à son tour de briller, quoi. Si tu vois Isaiah Thomas, tu vas penser à Joe Dumars. Oui. Et si tu vois Joe Dumars, tu penses à Isaiah Thomas. Oui. Tu penses beaucoup plus à eux deux qu'à Isaiah Laimbeer. Quand même. Peut-être. Moi, j'avoue que ouais. Isaiah Laimbeer, c'est vraiment les bad boys. Et Isaiah et Joe Dumars, c'est vraiment le backcourt. Mais quand t'as pensé qu'on allait faire un top 10 des backcourt all-time... j'ai pas pensé à Laimbeer dans les backcourts, ça c'est sûr. Non mais je veux dire par là, une des premières images, c'est les deux en short court, maillot bleu et rouge. Voilà, terminé. C'est les deux qui sont ensemble. Bien sûr. Puis c'est un peu tic et tac quoi. C'est un peu les... non mais ils sont énormes. C'est un peu les deux vraiment. J'aurais bien aimé pouvoir les mettre un. Bah ouais. Mais c'était pas possible. Parce que Magic est immense à côté de Byron, Manu est quand même assez grand par rapport à Tony. Isaiah et Joe, c'était vraiment genre... Les minots quoi. Les minots. Les petiots. Les petiots. Mais bon, tout le monde s'incline. Tout le monde s'incline. Tout le monde s'incline derrière le meilleur backcourt de tous les temps qui est en activité actuellement. C'est ça. C'est un délire. Ils sont encore en train de créer leur légende. Nous sommes évidemment en direct de San Francisco ou Golden State, choisissez. Chez les Warriors des Splash Brothers, titrés, stylés, trop forts, le chef Curry et Klay Thompson, numéro 1 all-time. Mais oui, évident. Et c'est en cours. Ils vont mettre un écart si ça continue. Un vrai meneur avec un vrai arrière. Enfin, en tout cas, voilà. Les blessures les ont séparés là dernièrement. Donc on n'a pas pu profiter autant qu'on aurait voulu. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant que sur les 5 saisons précédentes, c'est 5 finales. Tout ça, ça vient de la draft. C'est les Warriors qui les ont draftés. Ça a grandi ensemble. Il y a une attaque qui s'est mise en place autour d'eux. Mais pas que. Klay Thompson est un excellent défenseur et Steph Curry, c'est correct. Et de mieux en mieux en plus. 5 ans, 5 finales de suite, 3 titres. 3 titres. Les 2 fois où ils n'ont pas de titre, bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu et tout, machin. Il y a le 3-1 lead que t'as blow, hein, ça, voilà, ça c'est un peu moche. Et il y a une finale où il te manque Kevin Durant, où Klay Thompson se fait le genou. Et on est très content pour les Raptors, n'empêche que les Splash Bros étaient là. Donc, t'as le meilleur shooter de tous les temps, de manière assez indiscutable, je pense, accompagné d'un autre top 10 shooter de tous les temps. Je donne pas de classement parce que je sais que sinon on va repartir dans une discussion et tout. Mais non, mais il existe, on l'a fait il y a 6 semaines. Voilà, je sais, Donc... mais toi t'as mis Klay Thompson vraiment beaucoup plus haut que moi, tu sais. Tout à fait. Mais je veux dire, il y a des gens qui peuvent affirmer qu'en fait le meilleur backcourt de l'histoire, c'est les 2 meilleurs snipers de l'histoire. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. 2 des plus grands pyromanes. Au-delà d'être les shooters, 2 des plus grands pyromanes. Les plus grands coups de chaud de notre génération. Et 2 joueurs ultra collectifs. Je veux dire, c'est une vraie brotherhood. On les appelle pas les Splash Bros que pour le splash. Aussi pour le bro. Dans le sens où Curry, le soir où Klay Thompson lui prend son record de 3 points, il lui fait des passes, quoi. Il s'en fout, il est content pour son pote. Et je suis sûr que Klay ferait la même chose pour Curry. Mais bien sûr. Et ça, c'est aussi, ça dépasse le côté juste performance, quoi. Bah oui, parce qu'ils sont arrivés tellement proches ensemble à la draft, c'est que t'as Steph qui débarque, mais on s'en fout de Monta Ellis et de Corey Maggette, etc. L'avenir, c'est avec Klay Thompson. On va voir comment ça se passe. Et c'est vrai que d'avoir assez vite la titularisation des 2 garçons et de voir à quel point ils sont complémentaires, je vous invite à voir, pareil, si vous aimez les documentaires, il y en a qui ont été faits sur cette amitié entre Klay Thompson et Stephen Curry, et notamment des passages par
Team USA, parce qu'on n'a pas trop parlé des compétitions qu'ils ont faites par les mêmes backcourts, mais Steph Curry et Klay Thompson, ils vont ensemble, bras dessous, pour aller avec Team USA, mais c'était plutôt championnat du monde, donc au début des années 2010, où ils vont jouer ensemble, où ils vont se développer ensemble. On a vu que Basketball USA, lorsqu'il y a des joueurs qui passent par là, ça prend un gap après, ils font un jump de malade mental, et donc on va les voir continuer à se développer. On a l'amitié même entre les parents, je veux dire, c'est Michael Thompson, Dell Curry, ça s'entend bien. C'est tellement deux joueurs liés que, comme tu l'as dit, un record emmène à un autre et tiens, je te file le ballon. Il n'y a que de l'amour, que du partage de balles, de la célébration. C'est deux des joueurs les plus iconiques déjà de la NBA depuis 10 ans. Et les deux sont titulaires du même backcourt. Le bordel quand il y a Klay Thompson qui revient de blessure, tout ce qu'on veut voir, c'est la première attaque Curry-Klay, quoi. Et ils sont encore en activité. C'est-à-dire qu'ils ont encore du taf à faire. Pour quelques années, hein. Pour quelques années en plus, hein, parce que Klay il est plus jeune que Curry. Hein. On pourrait avoir... Je ne sais pas quelle est la distance en termes d'âge entre Harden et Klay Thompson. Est-ce qu'on pourrait avoir Curry et Klay en 1 et 2 des shooters à 3 points les plus prolifiques de tous les temps? Ça m'étonnerait, parce qu'Harden, c'est chaud. Il envoie du volume. Ouais, et puis Ray Allen, il en a 3000. Donc Ray Allen, il est à presque 3000 ouais, et Harden, il envoie du gros volume. Hein. Bien sûr. Mais tu peux avoir peut-être les deux dans le top 5. C'est quand même chaud, quoi. Puis les pourcentages, hein. Les mecs qui rigolent pas, quoi. Tu sépares Steph et KD, c'est pas un problème. Tu sépares Steph et Dre, les gens seraient tristes. Tu sépares Steph et Klay, non. On fait la grève. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, ils le savent bien, les Warriors, de toute façon. C'est les Brothers. Ouais. C'est les Splash Bros, c'est le top 1 backcourt. Top 1 backcourt. Ah, tu veux pas aller chercher. En attendant que... Est-ce qu'il y a aujourd'hui... Non, j'ai un backcourt qui pourrait... Non, pas en tout cas, pas à notre connaissance, je crois pas. Non, je pense que les gens espéraient à Portland que McCollum et Lillard gagnent un titre ensemble, mais ils n'ont jamais été vraiment proches. Mais c'était l'idée parce que c'est vraiment en termes de longévité, ils se sont rapprochés d'un truc très fort. Tout à fait, non mais tu vois, voilà quoi, après... Non, là les gens veulent savoir juste... après tu peux pas mettre DeRozan et Lavine parce que c'est pas vraiment un backcourt, enfin c'est deux joueurs... Ah non, DeRozan joue pas arrière hein, cette année. Hein. Non, je pense que tu as... Lowry et Butler, c'est sympa, mais c'est en fin de course. Ouais, et puis Butler il joue pas vraiment en backcourt non plus cette année. T'as CP3 Booker, mais CP3 il va pas non plus nous faire encore 10 saisons. Hein. Enfin, après, je pense Lamelo et Rozier, je pense pas que ça va conquérir l'Amérique. Faut voir. Trae Young et Bogdanovic. Trae Young et qui tu veux. On verra. Trae Young et Bradley Beal. Chris Duarte et Tyrese Haliburton. Pourquoi pas. Peut être rigolo. Et qu'il y avait à voir. Non mais on se rend bien compte là en faisant la liste. Ja Morant et Desmond Bain. Si. Ja Morant et Desmond Bain, il faut les suivre de très près. Hein. Il y a du chemin, mais les deux. J'avoue. En complémentarité. J'avoue. Wow. Ils sont forts. Ouais, j'avoue, ils sont forts. Ja Morant et Desmond Bain. Ok, c'est parti. Parce que Mike Conley, Donovan Mitchell, c'est pas non plus. Non. D'Angelo, Anthony Edwards. Surtout qu'Anthony Edwards, ils le font jouer pas mal en 3. Non, je pense pas, qu'il y ait de. Je regarde. Non, mais c'est bien. On est là. On a notre petit top 1. Jalen Green et Kevin Porter Jr. Bien sûr. Mais tiens, on les a oubliés. Shai Gilgeous et Josh Giddey. C'est quoi, c'est meneur arrière, ça? Ouais. Allez, on tranche. Allez. Mais ça fait un beau top 10 du backcourt. Ah là là, qu'est-ce qu'ils font kiffer les Splash Bros. Numéro 1 all-time. On va montrer le gros tableau? Allez. Léonce, le gros tableau de ce top 10 all-time des meilleurs podium. Backcourt. Nous avons le même podium, c'est pas fréquent ça. Non. Même podium, surtout qu'il y avait de la variété. Enfin, c'est... Ouais, non. Tout à fait. Dites-nous, vous, qui vous avez sur votre podium. Si vous êtes sage, on fera peut-être le front de courte. Et balancez surtout vos suggestions de thèmes de top 10 all-time, puisqu'on les regarde à fond la forme. On va faire comme d'hab, je vais vous faire plein de bisous, vous souhaitez une excellente semaine, et laisser Alex avec le mot de la fin comme d'hab. Le mot de la fin, le lundi, il y a un mot de la fin? Je sais pas. D'accord, faites attention, mangez équilibré. Exactement. Allez, à la prochaine. Ciao.